Salut tout le monde, est-ce que tout le monde nous entend bien? Est-ce que ça marche maintenant? Désolé, il y a eu un petit faux départ tout à l'heure. On se retrouve pour un live qui va être super sympa. On va parler de la formation de pilote, on va parler de l'accessibilité du métier, on va parler de plein de choses qui concernent le métier de pilote de ligne et vous allez pouvoir poser vos questions aussi. On est où exactement? Eh ben, on est chez Aéropyrénées. Aéropyrénées, une des écoles françaises qui forme le plus de pilotes. D'ailleurs, il y a la journée porte ouverte demain, donc si vous avez envie de faire un tour dans l'école et de la découvrir, eh ben, c'est justement demain qu'il faut venir. Vous allez pouvoir découvrir la flotte, vous allez pouvoir découvrir les locaux, parler avec des élèves pilotes, parler avec des instructeurs. Et justement, aujourd'hui, eh ben, on a la chance d'avoir un instructeur d'Aéropyrénées avec nous qui connaît bien la formation, qui connaît bien plein de choses, qui est aussi un pilote professionnel. C'est Julien. Julien, je te laisse te présenter. Tu peux nous dire un petit peu plus ton parcours et puis si tu as d'autres choses à ajouter, n'hésite pas. Eh ben, bonjour à tous, donc moi c'est Julien, j'ai presque 28 ans. Et voilà, alors moi je suis instructeur sur les phases avancées, donc sur la partie IFR, ça me permet aussi de faire des phases VFR, comme les licences de pilote professionnels. Je fais aussi partie du service commercial, donc on va pouvoir un peu aussi discuter des formations et un petit peu rentrer, on va dire rapidement dans les détails, pour ceux qui ont pas mal de questions là-dessus. Sur la partie vol, c'est pareil, pour ceux qui ont des questions, on va pouvoir en discuter un petit peu. Moi, j'ai fait la formation à l'époque en intégré, donc chez Aéropyrénées. Je vais pouvoir parler aussi de mon vécu, la façon dont j'ai abordé la formation, dont je suis rentré en fait dans cette formation, au niveau des inscriptions et puis de mon expérience. Je suis d'un bac S, comme beaucoup de monde, mais c'est pas quelque chose qui est forcément obligatoire. Exactement, bah, c'est très bien que tu le dises parce que justement il y a beaucoup de préjugés. J'imagine que toi aussi tu avais des préjugés quand tu as voulu rentrer en formation ou que tu songeais à devenir pilote. Souvent les gens pensent qu'il faut être un génie des maths, un génie de physique ou des matières scientifiques. C'est pas vraiment le cas. Il n'y a pas non plus besoin de faire spécifiquement une prépa et ensuite viser l'ENAC. C'est une possibilité, évidemment, il y a les filières gratuites qui sont une possibilité, mais il ne faut pas s'arrêter là. D'ailleurs, il y a eu les résultats de EPLS hier de l'ENAC. S'il y a des personnes qui n'ont pas validé, il y a d'autres possibilités qui existent. Et justement, Aéropyrénées, qui est une école privée, est une autre possibilité pour y arriver. Toi, Julien, justement, comment t'as abordé un petit peu la façon dont tu as voulu rentrer en formation? Est-ce que toi aussi, tu avais des blocages par rapport à ce qui pouvait être dit et ce que tu pensais vraiment de la formation? Alors moi, j'étais pas prêt forcément à partir sur du maths sup, maths spé pour espérer rentrer à l'ENAC. Ça faisait perdre quand même pas mal de temps et puis je voulais vraiment rentrer dedans. J'avais quand même fait un IUT génie mécanique et productique après le bac scientifique. Mais au bout d'un an, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je suis pas fait pour ça. Je suis rentré dans des usines où on avait cette odeur de lubrifiant de machine. Et du coup, j'ai pris la porte, je suis parti. En septembre, après, j'ai intégré l'école en 2016, septembre 2016. Et voilà, donc après, chaque profil est différent. Moi, c'est quelque chose que je veux faire depuis que je suis petit. Donc je m'informe depuis que j'ai l'âge à peu près de 15 ans sur toutes les écoles. Donc j'ai fait un tri, entre autres, d'une quinzaine d'écoles en Europe. Et puis petit à petit, l'étau se resserre. On en finit par, on sélectionne 2-3 écoles à la fin et on va les visiter. Et après, on y va. Ouais, exactement. Je pense que la meilleure solution, c'est souvent compliqué de choisir une formation de pilote de ligne. Donc vraiment, je vous invite, si vous voulez devenir pilote de ligne, le meilleur moyen, parce que c'est quand même pas une formation qui est assez commune. Il faut visiter les écoles, visiter les locaux. Je le redis pour ceux qui l'ont pas entendu. Demain, il y a la porte ouverte d'Aéropyrénées. Je serai là, Julien sera là. Beaucoup d'élèves pilotes vont être sur place. Vous allez pouvoir tester les simulateurs, voir la flotte, voir les locaux. Donc ça va être vraiment super. Je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit, Julien, et tu as dit que tu avais fait un DUT génie mécanique, si je ne me trompe pas, ouais. Juste avant. Et il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, est-ce qu'il faut forcément avoir un bagage, justement, avant de débuter la formation? Et comment, exactement à quel moment se lancer dans la formation? C'est quelque chose qui est important. Personnellement, mon avis, c'est que, déjà, la première chose, c'est que ça dépend souvent de la conjoncture, des perspectives de recrutement et comment se passe, tout simplement quelle est la température un petit peu de l'industrie et du recrutement des pilotes. Et pour le coup, j'ai envie de vous dire, même si rien n'est garanti, on l'a vu pendant le Covid, de toute façon, rien n'est vraiment garanti, tout peut changer du jour au lendemain. Mais actuellement, ça se passe plutôt bien. Donc finalement, le choix de se lancer directement, par exemple, après le bac, ça peut vraiment être une solution. Maintenant, le critère principal, ça va surtout être la maturité. Si vous estimez avoir une certaine maturité qui vous permet de commencer une formation de pilote de ligne, qui est quand même une formation très professionnelle et qui demande beaucoup d'investissement sur le long terme, sur la durée, même après, quand vous allez devenir pilote de ligne, si vous avez cette maturité-là, lancez-vous. Maintenant, c'est aussi possible d'avoir un bagage un petit peu en amont. Ça vous permet aussi de rebondir, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans une carrière de pilote.
que ce soit au niveau justement, puisque voilà, de l'employabilité, si vous perdez votre emploi pour X ou Y raison, ou votre licence médicale, avoir un backup, ça peut être vraiment une bonne option. Je pense que la meilleure chose qu'on pourrait faire maintenant, c'est de détailler un petit peu pour les personnes qui ne sont pas forcément au courant le cursus, en tout cas les différents cursus qui existent dans la formation de pilote de ligne, la partie modulaire et la partie intégrée. Julien, tu connais quand même assez bien ces deux formations, donc je te laisse les présenter, les avantages, les inconvénients, pour que les gens puissent les découvrir. Alors en réalité, en 2 mots, c'est très simple. Le modulaire, on vient transformer une expérience de pilote privé. C'est la façon dont a été conçu le cursus. La partie intégrée, ça a été en gros un programme qui a été conçu pour former des pilotes de ligne rapidement, les sortir en 18-20 mois à peu près, pour répondre à des besoins en compagnie. Donc là, on vient vraiment attaquer plutôt des personnes qui n'ont aucun bagage. C'est une formation qui est conçue vraiment où, bah voilà, moi je suis un futur intégré, je n'ai pas de bagage, j'ai jamais fait de vol, j'ai même pas forcément le brevet d'initiation à l'aéronautique, j'ai vraiment aucune expérience, aucune connaissance aéronautique. Et donc l'intégré est là pour répondre justement à des besoins sur des personnes qui n'ont aucune connaissance. Le modulaire, pour y revenir, ça va être de transformer en soi une expérience ou alors quelqu'un qui a commencé, on va dire, les vols assez tôt, puisqu'on peut commencer les PPL à partir de 14-15 ans, même le LAPL, etc. Donc quelqu'un qui s'y prend à l'avance, qui veut vraiment faire ça, et ça permet voilà, d'étaler une formation pro sur, on va dire, 4, 5, 6 ans même, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec ce cursus. La finalité, de toute façon, elle est la même. Le but, c'est d'avoir le papier, les licences. Qu'on aille dans une compagnie ou dans l'autre, c'est le même papier. Donc on va dire que ça ne représente pas grand-chose. C'est plutôt le vécu, l'expérience de la formation qui fait que. D'accord. Ouais, les licences sont les mêmes, qu'on fasse la formation modulaire ou la formation intégrée. Au final, voilà, vous allez avoir les mêmes qualifications de toute manière. Ce qui vous manquera après, ce sera évidemment la qualification sur le type d'avion que vous allez piloter. Mais au final, la différence majeure, c'est surtout voilà, le fait que ça s'appelle modulaire pour une bonne raison, le fait que vous pouvez un petit peu moduler votre formation, commencer le PPL à un certain endroit. Souvent, des personnes commencent dans l'aéroclub à côté de chez eux pour un petit peu prendre la température et se dire est-ce que vraiment c'est un métier qui me plaît, et ensuite vont pouvoir intégrer une école d'aviation un petit peu plus professionnalisante, type Aéropyrénées, pour pouvoir continuer. Une formation intégrée, et ben en fait on commence vraiment en étant ab initio, c'est le terme qu'on utilise, où on n'a pas du tout de qualification, et en fait on va être guidé tout le long de la formation. Alors on en parlait tout à l'heure avec Julien justement, Aéropyrénées c'est une école qui est approuvée pour faire ce programme intégré, donc c'est une école qui est reconnue, ils ont des contrôles de la DGAC pour être sûr qu'ils répondent aux normes, donc c'est une école sûre très clairement pour avoir une formation qui est vraiment voilà, reconnue et qui vous permet d'obtenir les licences de pilote professionnel. Alors, maintenant, il y a plusieurs choses sur lesquelles dont on pourrait parler. Je disais tout à l'heure, juste avant le live, que je reçois beaucoup de questions en général de personnes qui sont au lycée, par exemple, et qui me demandent quelles sont les spécialités qu'on doit choisir. Qu'est-ce qu'on doit prendre, filière S? Enfin, moi, en fait, ça remonte quand même un petit peu le bac, et j'imagine que Julien a à peu près le même âge, donc c'était aussi le même format. Je crois que la filière S n'existe plus. La filière S n'existe plus. Bon, l'équivalent de la filière... non, voilà. Moi, c'était la filière S. Je pense que oui, c'est ce que tu disais, tu as fait la filière S. Le métier de pilote de ligne, c'est un métier qui est quand même très technique et qui, pendant la formation théorique, va demander d'avoir quand même un certain bagage scientifique. Même s'il n'y a pas besoin au quotidien dans le métier d'être un génie des maths, puisque finalement, au quotidien, c'est quoi? Ça va être des petits calculs, des soustractions, des angles, etc., des analyses graphiques. Mais finalement, le plus gros la plus grosse partie qui demande d'avoir quand même des qualités scientifiques, ça va être la partie théorique, dont on va un petit peu la détailler après, je pense, avec tous les certificats ATPL. Et donc, si vous êtes au lycée et que vous posez la question « qu'est-ce que je dois prendre comme spécialité ?» privilégiez évidemment les matières scientifiques. Ça n'aurait pas de sens de prendre des matières plus littéraires, puisque de toute façon, si vous voulez devenir pilote, c'est quand même le bagage scientifique qui va être le plus important pour vous, avec une autre matière, et ça on le répète à longueur de journée, c'est évidemment l'anglais. L'anglais c'est indispensable. Maintenant il y a plein d'outils pour pouvoir apprendre l'anglais le mieux possible. Vous avez Netflix, vous avez la possibilité de partir à l'étranger, et ça c'est vraiment ce qui va vous permettre justement, si vous voulez suivre évidemment une formation post-bac de pilote de ligne, d'avoir le meilleur package, en gros les meilleures qualifications, les meilleurs prérequis pour entrer en formation. Julien,
Vas-y. J'ai quelque chose, j'aimerais bien rebondir sur une information que tu viens de donner par rapport aux mathématiques. Ouais. Les maths, tu as dit, ouais, c'est des soustractions, des divisions, etc. C'est bien de faire des maths. Pourquoi? Parce que quand on est en vol, qu'on doit gérer l'avion, peut-être une procédure, une panne ou quoi que ce soit, avoir une aisance en mathématiques, ça permet de pouvoir accumuler peut-être une charge de travail plus importante. Et ça, c'est vrai que moi, dans le vol, quand je suis avec des élèves qui ont une aisance en maths et des élèves qui n'ont pas forcément fait de bagages comme ça, enfin, qui n'ont pas de bagages mathématiques, scientifiques, on voit la différence et on les perd vraiment très très vite. Et là, c'est là où on a cette fameuse citation de « je suis encore sur la piste, l'avion est déjà parti au bout du monde ». Ouais, non, c'est hyper important. Je rebondis ce que tu dis, c'est que la charge de travail, et ça, vraiment... Alors, je dis souvent que le métier de pilote de ligne, c'est un métier qui est accessible. C'est vrai, mais c'est pas non plus le pilote de ligne pour tous, la politique du pilote de ligne pour tous. C'est simplement qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des préjugés. On en parlait au début du live du fait qu'il faut forcément faire l'ENAC, il faut être super bon en maths, on vient de l'évoquer juste avant. Voilà, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent par rapport à... Voilà, c'est justement ces on-dit qui sont pas forcément vrais. Mais pour autant, voilà, il y a quand même des exigences en formation, des niveaux à atteindre, et ça commence justement par la formation théorique. La formation théorique c'est simplement, enfin j'ai envie de dire simplement, mais c'est pas vraiment simple, des certificats ATPL justement à valider, pour valider en ATPL théorique. Et d'ailleurs justement, tu me disais Julien, chez Aeroplanning, il y a une spécificité, c'est qu'on mélange à la fois la théorie et les vols pendant la formation. C'est ça, alors nous, chez nous, on est plus sur une formation, on va dire, aviateur, où dans le sens, pendant la partie théorique, nos élèves vont débuter les vols, ça va leur permettre justement de toucher un petit peu le bout du rêve qui arrive petit à petit. C'est vrai que le plus gros défaut pour moi, souvent on compare les formations européennes et américaines. C'est vrai qu'aux US, dans les États-Unis, enfin sur la partie F1, donc les licences américaines, on est beaucoup plus sur le travail de la pratique que le théorique. En Europe, ça va être plus le théorique que le pratique. Donc nous, on essaye un peu de rebooster un peu avec la pratique, de faire des premiers vols pendant le théorique, donc pendant les premiers mois de formation. Donc c'est souvent après les cours, donc vers 15-16 heures, on a un petit vol comme ça à la fin. On va être sur une ou deux séances par semaine. Le but, c'est pas de brusquer l'élève et puis de rentrer justement dans un cône où on ne sait plus où on est, faut réviser, on a des mauvaises notes, etc. Donc il y a quand même un suivi qui est derrière. On va avoir des élèves qui vont faire 2-3 vols par semaine, d'autres juste le week-end, d'autres qui vont être arrêtés de vol pour qu'on essaye vraiment de faire en sorte qu'ils valident cette partie théorique qui est finalement presque le plus dur de la formation. Le reste, c'est du plaisir. C'est pas facile, mais c'est du plaisir. Ouais, et puis ça permet aussi de mettre en application des sujets qui vont être abordés pendant la théorie. Et voilà, de garder, parce que c'est vraiment une grosse partie de la formation théorique, c'est une énorme partie de la formation de pilote de ligne, c'est même la partie, j'ai envie de dire, la plus dure. Évidemment, il y a des parties aussi qui, tout le long de la formation, même pendant quand on apprend à piloter un vrai avion de ligne sur lequel on se qualifie, qui sont des grosses parties, mais la partie théorique, on arrive directement. Il y a beaucoup de gens qui disent parfois que c'est même aussi compliqué qu'une prépa scientifique. La charge de travail, elle est très grosse et il faut pouvoir l'encaisser. C'est pour ça que voilà, le métier de pilote de ligne, ça reste accessible, mais il y a quand même de l'investissement à avoir. C'est pas on rentre dans une formation de pilote de ligne et on en ressort assez facilement. Non, il y a de l'investissement du début à la fin. Et le fait justement de pouvoir cumuler à la fois des vols à côté et une formation, la formation théorique, ça permet quand même de garder un petit rythme un petit peu sympa, j'ai envie de dire, pour garder la motivation, surtout sur le long terme. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que propose Aeroplanning, que moi je trouve franchement super. C'est pas ce que j'avais fait. Moi, j'avais fait la formation théorique pendant pratiquement 6 mois et ensuite j'avais attaqué les vols. Et c'est vrai que cette solution qui est proposée, je trouve que c'est plutôt top. Donc voilà pour ce qui est de la partie théorique. Qu'est-ce qui se passe après en fait la partie théorique? On a la partie vol et... Alors le but, encore une fois, on revient sur le profil, enfin les différents profils. On a des élèves qui vont beaucoup voler, d'autres un petit peu moins, d'autres quasiment pas, pardon. Donc quelqu'un qui va bien voler pendant la partie théorique, qui se débrouille plutôt pas mal, il va lui rester une toute petite partie de mûrissement et puis après on va pouvoir attaquer vraiment le réel. Est-ce que tu peux expliquer le mûrissement exactement Alors dans une formation, le mûrissement, c'est du mûrissement. C'est-à-dire qu'en gros on part tout seul dans l'avion et on apprend solo. C'est un vol solo, supervisé. Donc on est tout seul à bord et on va se retrouver, pas forcément en difficulté, mais on va se retrouver à gérer des procédures, à gérer le contrôle. Il va y avoir du monde, il va falloir se placer, donc on va être tout seul à gérer. Voilà. On est commandant de bord, on est tout seul. Et on va apprendre de ses erreurs, on va débriefer les instructeurs, en plus on a notre propre SGS, donc c'est la gestion de la sûreté et de la sécurité au sein de l'école. Donc des fois on a des retours d'expérience des élèves, ça nous permet
de temps en temps, de faire des petites modifications sur les formations, de pouvoir appuyer un petit peu plus sur certains points. Et voilà, et c'est comme ça qu'on évolue. Et après, on peut rentrer sur la phase professionnelle, donc avec le CPL pour les licences pilote pro. D'accord. Donc une fois qu'on a obtenu son CPL, avec toute la partie vol, justement après avoir fait son mûrissement, qui est en fait un quota d'heures à obtenir pour pouvoir obtenir sa licence CPL, qui d'ailleurs se fait sur multimoteur ici. Alors non, nous CPL c'est en monomoteur. En monomoteur, c'est vraiment d'accord. la fin qui est sur multi. Ouais. D'accord. La fin se fait, vous allez pouvoir toucher un peu du doigt le multimoteur. D'ailleurs, pour ceux qui ont suivi un petit peu sur Instagram, j'ai eu la chance d'avoir été récupéré depuis Montpellier sur Seneca, qui est un des avions de la flotte. D'ailleurs, on peut en parler un petit peu de la flotte d'Aéropyrénées. Qu'est-ce qui est proposé pour les élèves au niveau des avions? Alors nous, on a une flotte qui est assez... on n'a pas une seule et même machine. C'est-à-dire qu'on va évoluer petit à petit sur des machines différentes pour avoir ce côté un peu adaptatif du pilote. On va commencer sur... bon, je vais peut-être pas trop détailler, je ne sais pas s'il y a des connaisseurs. On va voir du TB9, du PA28, donc sur Piper, Socata, du Sonaka. On a une flotte vraiment variée. Mais petit à petit, on va évoluer, on va passer sur des petites machines. On va évoluer en complexité. Donc on va avoir des machines avec, par exemple, des écrans, donc de l'EFIS, des petits cadrans numériques. On va avoir après des avions qui vont avoir beaucoup plus de puissance, on va aller beaucoup plus vite. Donc quand on fait des petites navigations, va falloir y aller et pas perdre de temps. Il faut être organisé. Et le but, c'est de travailler la charge de travail, de travailler l'organisation du vol, et c'est comme ça qu'on travaille. Voilà. Voilà, oui. Et à la fin, oui, on finit sur du Seneca, sur celui qu'on a volé ce matin, sur lequel on a volé. Et après, bon, l'UPRT sur Extra. Voilà. Ouais, ça c'est sympa. J'ai vu, pour ceux qui passent à la porte ouverte demain, vous allez pouvoir l'Extra, qui est un avion de voltige, l'Extra 300, qui est dans le hangar. Moi, je suis resté bloqué dessus pendant au moins 10 minutes. Il est super, franchement, il est super beau. Donc, si vous passez demain à la porte ouverte, vous allez justement pouvoir le découvrir. Et donc, ce que tu disais, Julien, c'est qu'en fait, toute la formation, elle se fait en fait duellement. On augmente un petit peu en difficulté. Donc, on arrive sur les heures de vol, tout ça, on a parlé de la flotte. Et un moment qui est un peu crucial en fait dans la carrière de pilote de ligne, parce que c'est bien quand il fait beau, mais quand il fait pas beau, il faut qu'on puisse se baser sur le vol aux instruments. Et le vol aux instruments, c'est une grosse partie justement de la formation. Oui, alors c'est de l'IFR. Alors on en a beaucoup sur les cursus intégrés, on en a beaucoup plus, parce que le but de l'intégré, c'est vraiment former des pilotes de ligne. Donc là, on a beaucoup plus d'heures, et c'est vrai que c'est une grosse partie, parce qu'on a, au total sur la formation, en réalité, on a 60 heures d'IFR, juste sur Simu. D'accord. Et là, on va apprendre vraiment à travailler les procédures, à faire de l'attente, parce qu'il y a un colis piégé, la piste est fermée ou peu importe. On va apprendre justement des procédures, à dérouter, à trouver des terrains de dégagement. Voilà, on va vraiment travailler là-dessus. Et après, on a les vols. Donc, on va avoir 45 heures qui vont se faire en monomoteur. Et après, on va en avoir à peu près une petite quinzaine sur multimoteur. Donc ça fait quand même un petit paquet. Et à la fin, on est quand même bien calé. Et puis on arrive en MCC, on n'a plus qu'à apprendre le travail en équipage. Ouais, alors on va parler de la MCC justement dans un instant. Donc tu as parlé du vol aux instruments et justement de la partie simulateur, qui est aussi une grosse partie le long de la formation. Bon, l'intérêt du simulateur, justement, c'est que sur les aéroports qui sont équipés justement pour faire du vol aux instruments, parfois il y a d'autres trafics. Hein. Là, on est à Perpignan, vous avez Transavia, vous avez d'autres compagnies aériennes. Pour s'entraîner, c'est parfois un peu compliqué. Il y a des slots, c'est-à-dire que parfois il y a des créneaux horaires qui nous sont donnés par le contrôle aérien, donc on perd du temps. Les heures de vol d'un avion, ça coûte assez cher. Donc on a mis en place un système qui s'appelle le simulateur, qui est génial. C'est un petit ordinateur avec la représentation graphique et même en fait en vrai, on a l'impression d'être dans un avion avec un écran devant soi et ça nous permet justement de travailler toutes ces procédures qui existent. Et quand on fait une erreur, on n'a pas besoin d'en faire un tour pour revenir se positionner et puis au final on n'en fera que deux fois, on le fera que 2 fois sur son vol. Et là en fait l'instructeur nous repositionne et puis on peut réessayer de refaire une ILS avant. Et puis on a même tout le suivi avec, je ne sais pas quels sont les détails qu'on peut obtenir justement sur les écrans pour voir les limitations, ce genre de choses. Je te mettrai au Simu demain. Avec plaisir. Alors oui, nous on a un bureau derrière, on voit vraiment le tracé, on voit les altitudes, on voit quand même pas mal de choses. Mais vraiment la partie cruciale du simulateur en fait, c'est un bouton et oui, pause. Ouais, voilà. Ouais. Surtout pour apprendre, des fois, on met pause, on dit voilà. Donc moi par exemple en tant qu'instructeur, je m'assois à côté, on prend une feuille, on redessine une balise et puis on dit bon voilà, t'es là, comment ça se passe et on redessine. On peut remettre un peu en arrière, on peut replacer, et c'est comme ça qu'on apprend. En vol, on n'a pas le bouton pause. Et des fois, on est là, on dit
Ah bah non. C'est un peu frustrant presque de ne pas pouvoir expliquer autant que tu veux. Et... Donc vraiment, le but du simulateur, oui, on n'est pas en vol, donc déjà ça coûte un peu moins cher. On peut placer plus d'heures sur simulateur, et c'est des heures qui sont reconnues, parce que c'est des simulateurs qui sont certifiés, donc ça se note sur le carnet, ça fait partie des heures totales. Mais voilà, on va dire que l'avantage énorme de ce simulateur, c'est surtout la partie pause et puis d'avoir le tracé. Savoir vraiment comment par où on est passé, ce qu'on n'a pas bien fait, ce qu'on a mal réalisé, et puis ce qu'on a bien fait aussi. Parce que le but, c'est d'apprendre des erreurs, mais de voir aussi ce qu'on a bien fait. Oui, absolument. Parce qu'il y a des procédures, justement, quand on part d'un aéroport, ce qu'on appelle les SID, simplement les départs, les tracés à suivre. Et ça, quand on est dans un avion, un vrai avion, on n'a pas la possibilité de regarder un petit peu ce qu'on a fait, alors que sur un ordinateur, tout est intégré en fait dans le logiciel et ça nous permet de voir si on est sorti un petit peu des limitations qui sont données justement par déjà les contrôleurs aériens et puis l'espace aérien en lui-même. Et ce qui est aussi intéressant, ça c'est pour les départs, mais c'est aussi pour les arrivées. Et on a des critères à respecter, c'est-à-dire toute la difficulté en fait de la partie vol aux instruments, c'est que si par exemple on va faire une approche aux instruments, et voilà, il faut respecter des limitations pour être sûr que l'avion en fait il reste dans une sorte de, pour ceux qui ne sont pas du tout familiers avec ça, une espèce de cône d'approche. Et qui permet de respecter justement les limitations qui sont imposées par la réglementation. Donc c'est hyper intéressant d'avoir du simulateur, ce qui est proposé par Aéropyrénées, et comme le disait Julien, et je suis entièrement d'accord, le fait qu'on puisse mettre pause et que l'instructeur puisse venir remontrer, exactement, même dessiner, ou alors réexpliquer quelque chose qui a été vu en briefing avant et qui a été mal compris, on peut revenir sur des notions pour pouvoir les développer le mieux possible. Donc ça, c'est franchement un atout qui est top. Ça, c'est le simulateur pour justement les avions de la flotte. Mais après, il y a un autre type de simulateur qui fait partie de la formation. Cette formation, c'est la dernière étape justement de la formation de pilote de ligne. C'est la partie MCC pour Multi-Crew Cooperation, qui en fait, c'est très bien de savoir piloter un avion, mais la finalité, c'est quand même de devenir pilote de ligne. Et quand on devient pilote de ligne, là, on parlait du mûrissement tout à l'heure, où on était commandant de bord, et donc on fait ses heures de vol, on fait d'ailleurs une navigation d'une certaine distance pour pouvoir valider ces heures-là. Au bout d'un moment, quand on veut devenir pilote de ligne, on va travailler en équipage. Alors, il y a l'équipage évidemment avec le personnel de cabine, mais il y a l'équipage évidemment, quand on commence, on est copilote, officier pilote de ligne, avec un commandant de bord. Et pour travailler avec un commandant de bord, il y a des standards à respecter, la façon de communiquer, une personne. Alors là, je vais faire justement un petit rappel pour les personnes qui sont pas au courant. Quand vous pilotez un avion de ligne, vous avez à la fois un PF et un PM. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Vous avez le pilot flying et le pilot monitoring. Donc le pilot flying, ça va être la personne qui va s'occuper de piloter l'avion. Et à côté, l'autre personne, elle ne va pas rien faire. Étant donné que la charge de travail, elle est quand même intense à bord d'un cockpit, évidemment. L'autre personne va s'occuper de la radio, va s'occuper des vérifications, par exemple, du carburant, plein d'autres choses, de documents, tout simplement légaux à remplir pendant le vol pour assister l'autre personne. Et alors, ça ne veut pas dire que le commandant de bord, lui, est le seul qui pilote l'avion. Non. Vous allez avoir, par exemple, 4 vols sur une journée, donc 2 rotations. Ça va changer, en fait, ça va alterner avec le commandant de bord. En fait, les qualifications d'un commandant de bord et d'un copilote, finalement, sur le papier, elles sont les mêmes. La différence, ça va être l'expérience, et puis ça va surtout être le décisionnel, puisque c'est le commandant de bord qui aura le dernier mot, en cas, par exemple, de panne, qui amènerait justement sur un déroutement. Bon, là, je m'écarte un petit peu, on va revenir sur la MCC. La MCC, justement, c'est pour apprendre à piloter, en fait, avec quelqu'un. C'est ça. Donc en gros, ça va être une petite formation. C'est des stages d'une semaine, 10 jours à peu près. Et on va simuler des vols. Alors au début, ça va être des vols standards, il ne se passe rien. Donc là, nous, on est sur du JOC pour Jet Orientation Course. Donc ça va être des modèles type A320 ou 37. Et au début, on va vraiment apprendre chacun à se partager les tâches. Donc des fois, on a l'instructeur pour la MCC, ce qu'on appelle un MCCI, qui tape sur la main parce que c'est pas à nous de faire le boulot, c'est à l'autre. Oui, c'est ça, c'est la coopération. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'au début, toute la formation, que ce soit chez nous ou chez quelqu'un d'autre, c'est toujours comme ça. Jusqu'à la MCC, c'est du SPO, Single Pilot Operating. Donc on est tout seul à bord et on apprend à tout gérer. Et c'est qu'à partir de la MCC, on apprend la partie MPO pour Multi-Pilot Operating, donc MPO. Et c'est se partager les tâches. Et des fois, c'est vrai qu'il y a des choses, on a tellement l'habitude de faire, ou de vouloir bien faire, qu'on a envie de les faire, mais c'est pas nous de les faire. Et il faut apprendre à faire confiance, il faut apprendre à travailler en équipage. Il faut apprendre à travailler même en équipe, tout simplement. Et ça, c'est hyper important. Et c'est quelque chose qui peut même se travailler avant la formation. C'est tout simple, c'est faire des sorties, faire du sport en équipe, des choses comme ça. On va faire confiance à l'autre. Il faut quand même pas non plus trop faire confiance. Il faut aussi avoir le recul
On peut parler d'hypoxie, on peut parler de plein de choses, donc il faut aussi avoir du recul. L'expérience, c'est même pas. J'avais envie de. C'est pas pour te contredire, parce que j'ai eu en fait une fois une rencontre dans le hangar d'Aéropi de quelqu'un qui avait une grosse expérience, qui a d'ailleurs été chez Hop, et qui était copie, et qui avait plus d'expérience que certains captains. Ah oui, d'accord. Ouais. Okay. Donc ça existe, et même partout en vrai. Hein, je pense que ça peut être fréquent. Je pense que c'est pas partout pareil, mais en fait, ouais, ce qui va départager les deux sont tous les deux pilotes. C'est vrai que tout le monde dit, bah, t'es pilote, t'es commande bord. Non, un copilote, il est pilote aussi. C'est vrai que la gestion copie et commande bord, il y en a beaucoup qui savent pas trop bien sûr. un petit peu la différence. Mais voilà, il y a le maire, bah, il est responsable de la ville, et puis il y a son adjoint. Les deux, ils sont à la mairie, ils travaillent, et puis en fait, c'est ça. C'est la mairie de l'avion. Ouais. Il n'y a pas de pilote et assistant pilote, ça faut bien comprendre. On va parler des qualités justement de pilote un petit peu plus tard, enfin les qualités qui sont requises justement déjà pour la formation. Je le redis, c'est quand même une formation qui est intense, et en fait, du moment où vous rentrez dans l'école jusqu'au moment où vous allez faire vos qualifications sur le type d'avion, c'est quelque chose qui est intense. C'est une formation qui est extrêmement technique, qui est extrêmement professionnelle. Donc il y a certains standards à suivre. En fait, même les élèves sont mis un petit peu dans ce moule-là dès le début, puisque vous voyez, bon là Julien, il a son uniforme, bon pas complet évidemment, parce que là on est un petit peu plus relax, hein, on discute. Mais tous les élèves, en fait, quand ils arrivent dans l'école, qu'est-ce qu'on leur donne justement? Ils ont l'uniforme, ils ont un petit package d'entrée, c'est ça? Alors ça va dépendre, parce qu'encore une fois, nous on a plusieurs formations, donc on a l'intégré, le modulaire, des fois ils arrivent déjà avec leurs affaires. Nous par contre, oui, quelqu'un qui ne connaît pas du tout le milieu, il ne sait pas ce qu'il doit acheter. Donc nous c'est vrai qu'on a créé ce qu'on appelle le pack pilote, où dedans on va retrouver le sac, le casque de vol. Donc on a le bas de gamme, on va avoir je sais pas, à peu près 700 € d'équipement, c'est cher, mais l'aviation c'est cher aussi malheureusement. Dans un milieu où c'est comme ça. Donc on va avoir vraiment tout l'équipement nécessaire, les cartes de vol, les iPads, absolument tout. Et puis quelqu'un qui vient en modulaire, qui a déjà son casque de vol, etc., il sélectionne ce qu'il veut. Bien sûr, il peut s'adapter. Et du coup, bon, voilà, on a parlé de la MCC, on a parlé vraiment du cursus. On répondra d'ailleurs aux questions. Je pense qu'il y a beaucoup de questions qui doivent venir déjà dans le chat sur toute la formation. Et encore une fois, il y a les journées portes ouvertes chez Aéropi. Demain, à Perpignan, ça commence à 9h. Donc, si vous voulez avoir vraiment des réponses personnalisées à vos questions, tous les instruits, les élèves pilotes vont être là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en vrai après? Quand on a nos licences, il y a une possibilité que j'ai envie de développer avec toi, parce que c'est typiquement ton cas, par exemple, de devenir instructeur. Ça peut être une solution. Alors, de toute façon, il y a, on va dire, pour moi, le pilote, c'est en fait une fonction. Le métier derrière, il y en a plein. On peut avoir le métier du TKI, donc l'instructeur sol, qui va donner des cours sur la TPL, par exemple. On va voir l'instructeur vol, on va voir l'épandage, on va voir le largage para, on va voir quand même, il y a énormément de métiers. Et après, oui, on va retrouver tout ce qui est travail en équipage, donc ça peut être l'aviation de ligne, comme Air France, etc. On va aussi avoir l'aviation d'affaires. On a des compagnies comme des grosses boîtes qui travaillent comme des compagnies aériennes standard, et puis des petites boîtes aussi qui travaillent pour des privés. Donc il y a beaucoup de choses à faire en fait avec ces licences-là, et chacun a envie de découvrir. Moi, par exemple, mon cas, c'est que je suis aussi passionné aéro, plutôt aviateur qu'autre chose. Et j'ai envie de découvrir un petit peu ces facettes-là. Donc l'instruction me permet aussi de gagner un peu en maturité de vol, de comprendre des choses. Je me suis toujours dit, on comprend vraiment une chose une fois qu'on sait vraiment l'expliquer. Oui, c'est vrai, ouais, absolument. Voilà. Et des fois, on a des déclics. Il y a quelque chose qu'on a du mal un peu à s'expliquer soi-même. On comprend un peu, mais on n'arrive pas à... Tu vois, ça n'arrive pas à sortir. Et puis au bout d'un moment, bam, ça sort. Et c'est là où on a tout un déclic qui se crée. Et il n'y a plus rien à faire. Ouais, tout arrive. C'est hyper important ce que tu dis, parce que tout le long de la formation, il y a un amas de connaissances qui va arriver, et le fait de le comprendre, de le digérer alors que c'est assez dense, c'est pour ça encore une fois que certes c'est une formation accessible, mais il faut savoir quand même l'encaisser. Voilà, le tout étant de pouvoir assimiler un grand nombre de connaissances sur la durée. Donc il ne faut pas non plus venir en touriste dans une formation de pilote de ligne. C'est pas on souscrit, c'est une formation qui est très chère, les écoles privées, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on achète son diplôme. Loin de là, c'est une formation qui demande beaucoup d'investissement et de son temps, et j'ai envie de dire beaucoup de sacrifices pendant la formation théorique. En général, on passe vraiment la plus grande partie de son temps à travailler, parce qu'on travaille en classe le matin, et ensuite on rentre chez soi le soir, on travaille encore, et souvent on se lève même avant plutôt le matin, pour pouvoir travailler encore et assimiler tous les modules, qui sont 14 certificats TPL, et qui permettent justement de continuer la formation. Alors,
On a parlé de la partie instruction, tu as d'ailleurs parlé de différents débouchés qui existaient, et c'est hyper important d'en parler parce que beaucoup de gens en fait s'arrêtent à l'idée, justement, quand on rentre en formation de pilote de ligne, parce que ça s'appelle comme ça, à la ligne. Alors qu'en vérité, il y a plein d'autres métiers qui existent, plein d'autres possibilités. Et donc, voilà, l'industrie en ce moment se porte bien, il y a des recrutements. Pour les pilotes professionnels principalement, il y a quelques low-timers, donc des personnes qui n'ont pas beaucoup d'heures et qui sortent d'école, qui sont placées. C'est pas impossible voilà, de réussir à trouver un job en sortie, mais ça reste aussi quelque chose qui est compliqué. Il faut s'investir, il faut avoir des bons résultats pour pouvoir justement avoir un bon dossier et être embauché derrière. Mais là, certaines compagnies low cost ouvrent ponctuellement un petit peu leurs portes justement pour pouvoir rentrer en compagnie avec pas beaucoup d'heures. Donc, j'ai envie simplement de dire, parce qu'il faut le rappeler, il n'y a pas de garantie de job à la sortie. Il n'y aura jamais de garantie de job à la sortie. En revanche, si vous avez fait un parcours exemplaire, évidemment, ce sera valorisé d'une part par l'école qui peut quand même vous aider et pousser un petit peu. Et en plus de ça, les compagnies, la chose qu'elles vont regarder, c'est votre dossier, vos compétences sur la théorie, vos compétences sur les vols. Et puis derrière, elles vont vous faire passer des entretiens. Donc c'est encore une autre sélection avant de commencer en compagnie. Et puis faire de la ligne. Mais il ne faut pas s'arrêter uniquement au métier de pilote de ligne. Tu l'as dit juste avant, il y a le dépendage, la possibilité de faire instructeur. J'ai rencontré tellement de monde qui attendent justement en sortie d'école que les recrutements s'ouvrent à nouveau et puis perdent leur temps finalement presque pendant 8 mois, parce qu'il ne faut pas oublier que souvent on a un prêt, donc le prêt court derrière, il faut quand même pouvoir réussir à le rembourser. Et donc vraiment la solution de faire de l'instruction, moi je trouve ça génial ce que tu as fait, ça te permet de garder un pied, de continuer à valider ses licences. C'est bien ça la particularité du métier de pilote de ligne, c'est qu'on a des licences qui expirent sur le long terme, et donc pouvoir faire de l'instruction, c'est d'une part de pouvoir continuer à valider ses licences, et d'autre part continuer à monter ses heures. Donc ceux qui sortent d'école et qui font en fait rien et qui attendent, finalement perdent leur temps, alors que ceux qui évidemment font de l'instruction et continuent à monter leurs heures, en fait ont un bagage en plus justement sur leur CV, et c'est hyper valorisé par les compagnies justement après, et ça en fait vraiment franchement des meilleurs pilotes derrière. Je pense que ça répond déjà pas mal de questions sur la formation. Avant de répondre de mon côté un peu plus opérationnel de la ligne, moi j'aimerais savoir chez Aéropyrénées quelles sont vraiment les attentes justement de l'école surtout le savoir-être, les prérequis un petit peu quand on rentre dans l'école, quel est l'état d'esprit qu'on doit avoir. Alors nous, on va dire alors déjà pour rentrer chez nous, il n'y a pas de sélection. C'est juste on a un examen d'entrée, d'accord ? C'est pas cet examen-là qui nous permet de répondre à cette question. Après, forcément, en formation, nous on est là pour former, c'est le but. Derrière, on attend aussi aux élèves de s'appliquer à respecter certaines choses. Donc déjà, il y a l'honnêteté, c'est important. Quand on est en vol et qu'on fait une bêtise ou quoi que ce soit, c'est bien de le dire. Dans tous les cas, on est quasiment au courant de tout. On fait un survol basse altitude et puis c'était pas prévu, des fois, on nous envoie des mails ou des tracés, ça peut arriver. Il y a plein de petites choses. Donc l'honnêteté, pour moi, c'est déjà un point qui est très fort, qui est très important. Après, forcément, on va avoir aussi la rigueur. La rigueur, c'est important. Nous, l'uniforme, il est obligatoire déjà par l'autorité. Et deuxièmement, chez nous, l'avantage, c'est qu'on a de la classe sociale différente. On a des gens qui viennent de partout. Et ça permet de mettre tout le monde au même piédestal. Un peu comme au collège ou au lycée, pour les écoles privées. On met tout le monde au même piédestal, ça fait propre, tout le monde est là, habillé pareil, et on est au même endroit, au même instant, on profite chacun de sa formation et on travaille ensemble. Oui. Et on a l'impression d'être une équipe. Et c'est comme ça que ça marche. Pour moi, déjà, rigueur, honnêteté, c'est déjà pas mal. Ouais, non, et après, on apprend, il y a plein de choses, l'humilité, c'est important aussi, parce qu'on ne sait jamais qui on est en face de soi. Je pense que tu as assez d'expérience pour savoir que l'aéronautique, c'est un petit monde. C'est un petit monde, tout le monde se connaît, absolument. Donc ouais, franchement, moi je te rejoins sur ce que tu viens de dire. Et en fait, ce que dit Julien, c'est aussi des choses qui existent en compagnie. Déjà, pour parler de l'uniforme, d'avoir l'uniforme dès le début, ça vous met un peu déjà dans ce moule, en fait, qui permet justement de former des futurs pilotes. Et ça, au moins, vous réalisez que vous êtes à l'école, c'est pour travailler et que vous savez un petit peu. Et puis, il y a aussi le fait que vous ayez un uniforme. Moi, je trouve que c'est assez motivant, assez valorisant, donc c'est plutôt top. Pour ce que tu viens de dire, l'honnêteté, je trouve ça super parce que c'est vraiment quelque chose qui existe en compagnie aérienne avec la culture juste, en fait, le fait de pouvoir avoir le droit à l'erreur, tout simplement. Vous allez faire une formation, vous n'allez pas faire une formation parfaite. Personne ne fait une formation parfaite, c'est impossible. Donc vous allez faire des erreurs. Dans vos solos, vous allez potentiellement aussi faire des erreurs. Il ne faudra pas hésiter justement
bah voilà, à l'annoncer. Moi-même, en ligne, les pilotes font des erreurs tout le temps. On fait des erreurs tout le temps. Bien sûr, évidemment, c'est aussi pour ça qu'on est en équipage, pour pouvoir justement corriger ces erreurs et être capable que ça ne continue pas sur quelque chose d'un peu plus important. Vous êtes peut-être familier justement avec le fait que les pilotes cross-check, en fait, vérifient et contre-vérifient tout ce qui est fait. C'est aussi à ça que sont formés les pilotes en école. Voilà, sur le long terme. Et donc l'honnêteté, c'est une valeur qui est pour moi essentielle. Et l'autre valeur dont tu parlais, qui est celle de la rigueur. La rigueur, il faut l'appliquer dès l'école, dès la formation théorique, avoir un rythme de travail, savoir comment bien structurer ses cours, comment bien apprendre, faire le principe du briefing, du débriefing. Ça, tout ce qui est fait pendant la formation de pilote de ligne, on le retrouve dans la formation en compagnie, tout simplement. C'est inscrit dans les manuels, donc c'est vraiment inspiré, c'est une formation pour vous amener justement à la ligne ou à d'autres métiers. De toute façon, quand on est pilote, c'est un petit peu la même chose à droite à gauche, il y a quand même vraiment une certaine rigueur. Donc super ce que tu as dit. Moi j'ai envie de parler d'autres compétences qui sont nécessaires quand on est pilote de ligne et qui vont être utilisées justement plus tard. Le fait d'être un bon communicant aussi, c'est hyper important puisque vous allez communiquer avec beaucoup d'intervenants. Là, quand vous êtes à l'école, vous avez tous vos collègues, vos futurs collègues qui sont au même stade que vous. Évidemment, il faut être capable de pouvoir discuter et de ne pas être renfermé puisque c'est un vrai travail d'équipe. Quand vous êtes en ATPL théorique, il faut pouvoir se supporter les uns les autres. Et parfois, ça n'a pas tendance à le faire parce que ça reste un métier quand même de performance. C'est assez compétitif sur certains points. Donc, garder cet esprit de cohésion, c'est hyper important. Être un bon communicant, parce que quand vous allez arriver sur, par exemple, si vous faites de la ligne, je parle de mon expérience personnelle, quand vous êtes sur la ligne, il n'y a pas qu'à votre commandant de bord que vous allez parler. Vous allez parler à l'équipage, vous allez parler à la personne qui s'occupe de charger l'avion, vous allez parler à la personne qui s'occupe des passagers, par exemple, même des passagers directement. Vous allez parler à la personne qui va charger les bagages. Il y a tellement d'intervenants, donc il faut être quand même multicasquette. Ça, c'est une des premières qualités. La deuxième qualité, c'est d'être multitâche. Et ça revient un petit peu à ce que j'ai dit, parce qu'en fait, la complexité du métier de pilote, c'est de pouvoir gérer plusieurs choses en même temps. On en parlait tout à l'heure pendant le vol aux instruments. C'est d'ailleurs un des avantages justement d'avoir les simulateurs, c'est qu'on peut mettre pause, parce que parfois en fait notre cerveau il est tellement surchargé d'informations et qu'en fait à un moment on peut plus. Et ça c'est au fur et à mesure avec l'expérience qu'on est capable de gérer plusieurs choses et c'est assez drôle parce que même quand on fait sa formation, parfois on peut avoir une alarme ou quelque chose comme ça, on s'en rend même pas compte tellement on est fixé sur quelque chose qui fait sa route ou c'est comme ça. Et donc c'est au fur et à mesure qu'on débloque un petit peu. En fait son champ de vision est assez réduit et au fur et à mesure qu'on gagne en compétences et qu'on gagne en confiance aussi, son champ de vision s'élargit et c'est comme ça qu'on est capable en fait de s'améliorer. Donc la communication, le multitâche, l'honnêteté, la rigueur, je pense que c'est vraiment des choses qui sont hyper importantes. Et puis la flexibilité, évidemment, c'est un métier qui est flexible. De toute façon, il faut être disponible de la même manière. Ça sera demandé en compagnie derrière. Donc voilà, plein de compétences qui sont importantes. Pour ceux qui me demandent souvent qu'est-ce qu'il faut avoir, justement, quels prérequis il faut avoir, je pense que c'est hyper important. Je ne sais pas si tu penses à une autre compétence ou autre chose qui peut être importante. Après, c'est plein de petites ficelles. J'ai envie de te dire la ponctualité, parce que derrière, il y a... Même si on est sur du cargo, des choses comme ça, si ton avion est en retard, tu vas forcément avoir du bouchon derrière. Quand tu es sur des gros terrains, etc. Donc il y a quand même plein de petites choses derrière, mais c'est des points déjà en termes de qualité qui peuvent être travaillés même à partir de 10-12 ans. Bien sûr. Apprendre à être honnête avec ses amis, avec sa famille, c'est des petites choses, des fois qui sont difficiles à comprendre. C'est vrai qu'avec l'adolescence, on a toujours tous été ados, tout le monde des ados qui nous regardent. C'est vrai qu'il y a cette période-là où c'est un peu compliqué, mais c'est des choses qu'il faut apprendre à travailler rapidement, parce qu'une fois qu'on se renferme dans sa bulle, on a un petit peu du mal. Et aujourd'hui, l'aéronautique, on travaille beaucoup les erreurs humaines, le facteur humain. Oui, moi, par exemple, sur les stages de vol sans visibilité, on travaille beaucoup sur pourquoi il y a ce blocage-là. On va regarder les yeux, on va regarder un petit peu comment se déroule le vol, la façon dont l'élève va tenir le manche, plein de petites choses. Et en fait, on va voir que derrière, il y a un tout petit truc qui fait que il n'arrive pas à tenir ses paramètres. On va travailler juste sur ce petit point, et puis, paf, déclic. Donc des fois, c'est juste cette partie-là, et c'est une petite bulle qui s'est créée. Ça peut remonter à l'enfance, etc. Et c'est vrai que dans l'aéronautique, on parle beaucoup de facteurs humains aujourd'hui.
Ouais. En fait, c'est des petits ajustements le long de la formation. Évidemment, avec l'expérience des instructeurs, ils savent déceler ces problèmes-là parce que de toute façon, ils sont passés par là. Et les erreurs qui sont faites par les élèves pilotes ont sans doute été faites par les instructeurs avant. Donc, c'est comme ça qu'ils sont capables de pouvoir déceler ces petites choses-là. Il y a une nouvelle chose dans la formation qui est assez importante, qui n'était pas trop connue avant, qui est le fameux 100 KSA. Qui est justement, puisqu'on parle un peu des compétences qui sont au-delà de l'aspect technique, qui sont importantes, tu peux nous en parler un petit peu de ce que c'est? Alors, pardon. Le 100 KSA. Tu veux un petit peu d'eau peut-être? Ouais. En fait, pour expliquer, on parlait tout à l'heure de la formation théorique avec les 14 certificats ATPL à valider, donc la météo, les opérations, le droit aérien, j'ai dit la météo, enfin bref, le principe de vol, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment toutes les compétences techniques qui sont essentielles au métier de pilote de ligne et à la qualification que vous allez avoir en fait, pour pouvoir être qualifié et avoir vos licences. Et il y a une nouvelle compétence qui est en train d'être mise en place parce qu'en fait, les compagnies et même les écoles se rendent compte que l'aspect un petit peu psychologique et humain est hyper important et il est de plus en plus regardé par les compagnies aériennes. C'est justement c'est toutes les valeurs et et toutes ces choses à côté, au-delà de l'aspect technique, qui sont importantes. Et c'est pour ça qu'il y a ce fameux 100 KSA qui existe et qui est un petit peu le 15e certificat à valider. Voilà, alors 14e, parce que maintenant il y a les coms qui se sont... Ah oui, d'accord, ok. Moi, je suis un peu à l'ancienne. J'ai de retour. Alors, le 100 KSA, en soi, c'est très simple. Je vais le résumer en 2 phrases. C'est mélanger du pratique avec du théorique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des mises en situation et on va devoir prendre des décisions, tout simplement, avec les choses qu'on a apprises. Voilà. D'accord. Et donc en fait, ça peut être par exemple des épreuves de groupe, ce genre de choses? Alors non, c'est pas des épreuves de groupe, mais par exemple, on va avoir une mise en situation, on est dans un avion, par exemple en vol ou au sol, peu importe, avec un changement ou alors une modification de situation. Et vis-à-vis, par exemple, des procédures et de ce qu'on apprend sur la réglementation, on va devoir adapter, on va devoir sélectionner une réponse valide. C'est plein de petites choses comme ça. Après, c'est assez complexe. Moi, je ne suis pas sur cette partie théorique, donc je ne veux pas non plus trop donner de détails, parce que je suis déjà comme ça sur la partie pratique. Mais bon, ça, sur cette partie-là, au niveau du 100 KS1, on fait souvent de toute façon des vidéos, des lives dessus, avec notre responsable formation, qui en parle quand même assez souvent. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à nous regarder et à nous suivre là-dessus. D'accord. Et du coup... avant de passer, je pense que ça va être intéressant, ça fait combien de temps là? Ça fait 45 minutes. Si jamais on veut devenir pilote de ligne chez Aéropyrénées, comment ça se passe? On dépose un dossier en ligne? Comment on fait exactement? Alors pour chez nous déjà, c'est à partir de 17 ans pour les inscriptions. Bac, recommandé en scientifique. On va faire une épreuve à distance, donc mathématiques, physique, anglais. On va voir le niveau. En fonction, donc ça sera accepté ou ça peut être refusé. On peut le repasser un peu plus tard. On ne veut pas non plus que on se lance dans une formation et que derrière ça aboutit à rien ou qu'on se retrouve avec un complément de formation qui multiplie par 2 le prix. Déjà, c'est pas forcément le but. Donc il faut juste envoyer le dossier, il faut contacter l'équipe commerciale, aller sur le site internet et recueillir les informations. Nous, le service est disponible assez souvent par téléphone et par mail. Et on est plutôt là pour guider au niveau des projets, en fonction de est-ce que j'ai le PPL, j'ai 60 heures de vol, est-ce que ça vaut le coup de faire un intégré ou un modulaire? En fonction de ce qu'on peut adapter. Ou alors moi, je n'ai aucune expérience, par contre, j'aimerais garder mon emploi, qu'est-ce que je peux mettre en place? Donc nous, on est vraiment aussi présents pour conseiller au niveau des projets. Oui, absolument. Ça, il faut vraiment le garder en tête. C'est que quand vous contactez une école comme Aéropyrénées, ils sont vraiment là pour adapter le projet que vous avez par rapport aux prérequis que vous pouvez avoir. Donc, c'est des personnes qui sont là pour vous aider. Je sais que souvent, c'est un peu mal perçu parce que même dans les salons, tout ça, on essaie de se renseigner et puis on a des tonnes d'informations. Mais pour autant, c'est des personnes, c'est des pilotes pros qui sont là et donc ils connaissent un petit peu, ils sont passés par là. Moi, j'essaye aussi sur mes réseaux justement d'en parler un maximum. Je vais en parler d'ailleurs très bientôt. J'ai fait un peu le tour de toutes les écoles un petit peu en France et je pense que c'est bien d'avoir une bonne visibilité. Donc, je le redis encore une fois, aller aux portes ouvertes des écoles, c'est le meilleur moyen justement de comprendre qu'est-ce qui est proposé en fait sur le marché des écoles de pilotes. Il y a plein de choses qui sont proposées et encore une fois, demain, c'est chez Aéropi que ça se passe, à Perpignan.
pourrez rencontrer tout le monde. Je serai là également. Franchement, ça va être top, ça va être une bonne journée, un petit peu, voilà, j'ai envie de dire à la cool, où vous allez pouvoir découvrir un petit peu, tester les simulateurs. Et puis passer un bon moment. Donc je vous invite, c'est évidemment, je vous le dis un petit peu la veille, donc c'est un petit peu dernière minute, mais si vous êtes dans le coin, vraiment, ça va être super chouette. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de toute la formation pilote de ligne. Ouais. Je pense que c'est plutôt sympa. Moi, ça m'intéresse de savoir, on a été combien sur le live à peu près là vous avez environ 70-80 sur Insta, sur Facebook, je ne sais pas, et sur TikTok. Au total, il y a eu 100 vues. Okay. Au total, en actif, il y en a à peu près 500. Ok, d'accord. Bon, ben, on va passer aux questions. Donc là... Alors, moi, il y en a certaines où je peux répondre. Je pense que toi, il y a la partie bancaire, etc. Ouais, je ne sais pas si vous pouvez répondre à celle-là. Alors, on va commencer par quelques questions. Donc, on va répondre. Vous pouvez encore envoyer vos questions, il n'y a pas de problème. Quels sont les financements possibles pour réaliser la formation? Y a-t-il des partenaires bancaires? Alors, il existe beaucoup de possibilités. Notamment, par exemple, vous êtes en reconversion professionnelle, vous allez avoir des aides au financement par, je sais pas, Transition Pro, qui est devenue FONGECIF, qui est devenue Transition Professionnelle. On va avoir du Pôle Emploi, les CPF qui peuvent être aussi utilisés. Et après, forcément, on a les banques où, on a des partenariats pour les taux qui, forcément, aussi sont impactés par le marché actuel. On est passé quand même de 0,5 à 1,80 je crois. Donc ça augmente un peu, là ça se stabilise pour l'instant. Donc ça après c'est des choses que vous pouvez retrouver sur le site internet de l'école. Vous avez vraiment, on va dire, un résumé de toutes les possibilités au niveau des aides de financement et partenaires bancaires. Ça là-dessus, il y a absolument tout dessus. Est-il possible de réaliser la formation en parallèle d'une activité professionnelle? Alors c'est possible, c'est justement même tout l'intérêt de la formation modulaire. Par exemple. Puisque, par exemple, qu'il y ait une formation où la TPL théorique peut se faire à distance, d'ailleurs se fait à distance. Et donc c'est toujours une question ensuite d'investissement et voilà, parce que c'est quand même une formation qui est assez lourde, donc forcément une formation intégrée où la théorie est validée chez Aeropi, elle est validée en combien de temps à peu près? Ça dépend. Alors à distance. Ou à distance? Non, sur l'intégré pour comparer un petit peu le modulaire et l'intégré. L'intégré, en général, on est sur une moyenne de, pour ceux qui avancent vite, les minima, on va dire, 10-11 mois. Et la moyenne, elle va se situer dans les 13-14, on va dire. Ça peut monter un petit peu plus, du 18 mois max. D'accord, mais c'est un peu à la carte. Mais c'est à la carte. Après, à distance, ça va dépendre du profil. On va avoir des gens, des ingénieurs qui arrivent, ils révisent 2 heures par jour, et en 6 mois, c'est fait. C'est rare. Tu vas voir aussi la conversion, etc. Donc c'est quand même assez diversifié là-dessus. Mais en tout cas, oui, pour réaliser une formation en parallèle d'une activité professionnelle, tout à fait. Et ça, il faut nous contacter, comme ça on peut vous aider à monter votre projet. Et justement, avec le FONGECIF, les reconversions, et c'est un petit plus là-dessus. Nous, on va vous aider vraiment à monter en fait tout votre dossier de financement. Ok, super. Bon là, il y a une question qui m'intéresse parce que c'est justement une des problématiques que j'ai pu relever. C'est que les personnes qui veulent postuler pour devenir pilote de ligne, en fait, elles sont un petit peu perdues. Il y a tellement de formations qui existent, il y a tellement de termes aéronautiques qui existent. Voilà, on ne sait pas comment on fait pour faire sa visite médicale, comment on fait pour finalement contacter une banque, qu'est-ce qu'il faut leur dire, comment on se prépare justement pour rentrer en école, quels sont les prérequis, s'il y a un concours à l'entrée. Bon là, pour le coup, c'est pas vraiment un test à l'entrée, t'en parlais. C'est un examen. Il y a quand même un examen, donc il y a quand même des attentes. Justement, ça va être évalué quand même par un jury ou un comité de sélection. Et c'est ce que je suis en train de mettre en place. Cette formation-là, vous avez vu, j'ai fait le tour des écoles. C'est dans ce but-là. C'est justement parce que quand j'étais à la place des personnes qui recherchaient une formation de pilote de ligne, moi, je ne savais pas trop vraiment quoi regarder. Et j'ai pris énormément de temps à démarrer une formation parce que moi, je n'ai pas la chance d'avoir des personnes dans ma famille qui sont dans le milieu aéronautique. Et donc, c'était assez compliqué pour moi de m'y retrouver. Et j'aurais adoré avoir un professionnel qui puisse justement me donner ces indications-là, au-delà d'un discours que peut me donner une école, qui certes est très bien, mais souvent avec une vision un peu trop resserrée. Donc, très prochainement va sortir un format un petit peu de coaching pour vous préparer, et notamment vous préparer aux admissions de chez Aéropyrénées. Effectivement, si vous êtes intéressé par Aéropyrénées, c'est tout le but du coaching. Il n'y a pas de, je choisis pas une école pour vous, hein, c'est vous
qui est intéressé par une école et qui souhaitait justement intégrer Aéropyrénées. Quels sont les prérequis? Qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce qui doit être fait mis en place dans le dossier? Comment je réserve ma visite médicale? Quels sont les coûts de formation? Comment, voilà, tout ce genre de questions auxquelles vous n'avez pas forcément de réponse parce que c'est compliqué justement quand on n'est pas familier avec ces formations-là, et qui vont être indiquées dans ce coaching, qui est une possibilité qui existe. Donc pour la réponse, une prépa pour intégrer l'école et les prérequis d'admission. On en a parlé un petit peu des prérequis. Donc très prochainement, et je vous l'annonce déjà, le nom, ça va s'appeler Mon Coach Aéro. Ça va exister très bientôt et c'est un super outil. Bien sûr, il y a des personnes qui savent très bien dans quelle direction ils vont aller, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus perdus. Si vous voulez rentrer chez Aéropyrénées, en passant par Mon Coach Aéro, vous allez arriver avec une solution clé en main. Et puis voilà, avec déjà des idées un petit peu plus claires sur ce qui vous attend. Et donc, c'est une super opportunité que je mettrai en place, qui n'est pas du tout obligatoire, évidemment, mais je trouve que c'est une aide sympathique pour les personnes qui sont un petit peu perdues et qui ont besoin d'être un petit peu plus éclairées. Des nouvelles questions qui arrivent, mais on peut en sélectionner quelques-unes qui sont là. Ceux-là, là, ils ont fait dans l'ordre. C'est quoi un bon pilote? Bon, tout à l'heure, j'avoue qu'on est un petit peu, on a un petit peu répondu justement avec les qualités de pilote, donc je trouve que ça se recoupe un petit peu. Ah ben voilà, il y a quelque chose qui est assez important. À quel moment faut-il passer l'UPRT? Et on n'en a pas trop parlé de l'UPRT, on a parlé de l'Extra 300, mais en fait, qu'est-ce que c'est exactement l'UPRT? Alors l'UPRT, Upset Recovery Training. Upset Prevention and Recovery Training. Donc en gros, c'est se mettre en fait dans des positions un petit peu inusuelles. On va sortir un peu du cadre du pilotage standard, on va aller chercher des virages à plus de 25 degrés, en réalité beaucoup plus. C'est presque une petite parenthèse de voltige. On va vraiment aller un petit peu plus loin sur le standard de la formation. Et c'est quelque chose, entre autres, c'est un stage on va avoir 4 heures de vol, je crois, qui se fait peu importe, au moment de la formation. Alors nous, on le place souvent au niveau du CPL ou plutôt à la fin de l'IFR. Ça va dépendre parce que c'est vraiment un ajout en plus. Donc on est vraiment là pour travailler. On a déjà l'UPRT basique dans la partie professionnelle. Là, on va aller un petit peu plus loin avec l'avancée. Voilà, c'est l'UPRT avancé, advanced. Ok. Donc ouais, c'est vraiment pour pallier à pas mal de problèmes où on sort de la petite fenêtre de vol standard, quoi. Oui, d'accord. Le but, c'est justement, comme son nom l'indique, de pouvoir se sortir de situations qui peuvent mettre en péril l'avion. Hein. Ça, vous êtes formé justement pendant la formation de pilote de ligne sur Extra 300, un super avion d'ailleurs. J'en parlais tout à l'heure au début du live, mais il est incroyable. Hein. Il est dans le regard de Aéropi. Si vous voulez le voir, venez demain à la porte ouverte. Parce qu'en fait, quand vous allez faire pilote de ligne et que vous allez faire des simulateurs sur l'avion sur lequel vous allez être qualifié, vous allez aussi faire justement un petit peu des simulations de décrochage, de virage à forte inclinaison. Il y a parfois l'instructeur qui vous dit de ne pas regarder, qui vous met dans une position un petit peu complètement hors du commun. Il faut savoir rétablir l'avion. Et ça, justement, l'UPRT, ça vous permet d'avoir ces prérequis-là pour pouvoir réagir si jamais vous vous retrouvez en IMC, donc dans les nuages, dans une position qui n'est pas usuelle. Et il faut bien évidemment pouvoir s'en sortir. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a des passagers qui sont aussi avec nous et qui comptent sur nous, qui nous font confiance. Et donc c'est pour ça que c'est un métier professionnel justement et qu'il faut savoir justement sur toute la durée aborder ce genre de situation un petit peu particulière. Oui, une question qui m'interpelle. Combien d'heures totalisent les élèves en fin de formation et est-ce suffisant pour postuler en compagnie? Alors sur de la formation intégrée, on va sortir à peu près aux alentours des 220 heures de formation de vol. Sur du modulaire, ça va dépendre de l'expérience passée, donc c'est un peu ambigu. Ça va dépendre des compagnies. On va avoir des compagnies qui prennent des low timers, on en a parlé ensemble tout à l'heure. On va avoir des compagnies qui vont demander des heures déjà sur du type, etc. Donc ça va dépendre en fait typiquement de là où on va aller chercher le poste. Mais en tout cas, oui, ça recrute. Nous, on a recensé en 2022 plus de 100 élèves qui ont été recrutés. Sur la partie compagnie aviation de ligne, il doit y en avoir une bonne quarantaine qui sont vraiment sur la partie ligne, quoi. Oui, d'accord. Donc ça recrute et ça suffit. Ce qu'il faut, c'est le papier. Et ça va dépendre aussi des assurances, du nombre de personnes, de ce que c'est. C'est vrai que, surtout pour les transatlantiques, les vols long courrier, c'est vrai que c'est assez rare de rentrer en low timer. Plus du régional ou du moyen. Très clairement, ça n'arrive pas. Le seul cas que je vois, c'est les KD Emirates, mais c'est complètement à part, qui rentrent directement sur mon courrier. Et très clairement, moi, je ne le conseille pas d'entrer sur mon courrier, ça n'a aucun intérêt. C'est la raison pour laquelle, ceux qui me suivent un petit peu savent que j'ai commencé sur CRJ, parce que j'ai été dans une compagnie qui s'appelle CityJet qui opérait cet avion-là. Et c'est un super avion quand vous sortez d'école qui vous permet justement d'avoir une continuité un petit peu dans l'apprentissage que vous aviez sur les avions qui sont utilisés dans les flottes des écoles.
parce que c'est un vrai avion qui se pilote. Vous aurez tout le temps, je ne dénigre pas du tout ces avions-là, hein, mais de faire par exemple du Airbus dans votre carrière, qui est quand même un standard de l'aéronautique. Mais si vous voulez un petit peu garder un peu la main et puis vous amuser à faire des visuels, des belles approches au quotidien quand vous faites vos vols, et ben, le CRJ, c'est une très belle option. Donc, il faut sortir un petit peu de la tête qu'il n'y a que du Boeing ou que de l'Airbus. Hein. Il y a d'autres machines qui existent, il y a plein de possibilités. Il y a aussi la voie de l'aviation d'affaires, hein, qui offre des avions qui sont pas forcément, auxquels on ne pense pas forcément. Et donc voilà, très clairement, plusieurs possibilités en sortie d'école. On peut trouver un emploi, hein, c'est pas impossible. Encore une fois, c'est pas non plus on a sa licence et on trouve un emploi. Il y a des entretiens, des sélections à passer, mais les écoles vous aident aussi. Il y a parfois on vous apprend à faire votre CV, votre lettre de motivation pour avoir toutes les cartes en main justement quand vous allez être amené à postuler en compagnie. Et la conjoncture actuelle vous permet très franchement, alors bien sûr tout peut s'arrêter à tout moment, hein, rien n'est garanti dans l'aérien, on l'a bien vu avec le Covid. Mais voilà, si vous devez commencer une formation, très clairement de ma propre opinion, je dirais que c'est franchement une bonne période, un bon moment. N'hésitez pas trop. Parce que les portes peuvent vite se refermer, donc n'hésitez pas, et c'est maintenant qu'il faut commencer. Quelle question on pourrait prendre, Julien? Alors, souvent celle-ci qui est... Oui, je l'ai vu. J'y ai répondu des milliers de fois. Je vois que tu souffles aussi. Ah, c'est laquelle dont tu parles? Celle-là. Ah oui, d'accord. Tu vois que tu souffles aussi quand tu vois cette question, parce que justement, beaucoup de gens, je vais vous lire la question, peut-on postuler à Air France? Évidemment, on peut toujours postuler à Air France, mais c'est vrai que c'est une compagnie qui offre quand même des super avantages, avec de très bonnes conditions. Évidemment, c'est un contrat français. Pour tous les pilotes, c'est quand même le Graal. Vous avez quand même une sécurité de l'emploi quand vous êtes embauché en France. En plus, vous êtes basé en France, ce qui est vraiment génial. Mais il ne faut pas commencer une formation de pilote de ligne, je ne pense pas, en ayant pour objectif d'aller chez Air France. Si ça arrive, j'ai envie de vous dire, tant mieux, c'est parfait. Mais il y a plein d'autres possibilités qui s'offrent à vous. Donc voilà, vous aurez la possibilité évidemment avec vos licences de postuler aux sélections Air France, tout à fait possible. Maintenant, ça reste des sélections, et ces sélections, elles sont vraiment dures. Il y a quand même des prérequis. C'est assez obscur la façon dont ils vont sélectionner les dossiers, mais si vous avez l'opportunité de passer des sélections Air France qui s'appellent PSI 1 et PSI 2 avec les entretiens et qui vous permettent d'accéder chez Air France, c'est super. Je vois qu'il y a une petite ligne sur notamment les cadets. Les cadets, et je pense que Julien, tu me rejoindras par rapport à ça, tentez la filière cadet si c'est une possibilité pour vous et que vous avez, c'est très très sélectif. Si vous pouvez faire la filière cadet, faites la filière cadet, c'est super. Comme si vous pouvez faire l'ENAC, faites l'ENAC. C'est des voies royales, vous avez une formation qui est rémunérée par Air France, qui vous permet d'aboutir à... C'est jamais sûr, encore une fois, hein, c'est possible d'être arrêté en cours de route, mais qui vous permet d'arriver dans un cockpit chez Air France, dans une très belle compagnie. Mais encore une fois, s'il vous plaît, arrêtez simplement de penser que quand on fait une formation de pilote de ligne, c'est pour aller chez Air France. Si vous faites votre formation, il y a plein d'autres compagnies avant, et vous allez arriver chez Air France un jour ou l'autre. Ça peut prendre du temps. Il y en a qui vont plus vite que d'autres, mais sur une carrière, évidemment, je comprends tout à fait que en tout cas, une personne de nationalité française souhaite rejoindre cette compagnie. C'est quand même une super compagnie qui offre beaucoup d'avantages et qui offre des perspectives d'évolution à partir du court courrier jusqu'au long courrier avec toute une progression qui est quand même vraiment géniale. Donc voilà, je comprends qu'on vise cette compagnie, mais il n'y a pas que ça. Ne vous arrêtez pas au métier de pilote de ligne juste pour faire Air France. Il y en a quand même pas mal. Bon, il y en a pas mal. Je ne suis pas sûr qu'on va réussir à répondre à toutes les questions. Les QT sont-elles prises en charge par les compagnies? Eh bien, je vais peut-être répondre à celle-là. Bon, ça c'est une grosse question. Les QT, qualification technique, qui est donc ce qui arrive en fait après la MCC, où vous avez appris à voler en équipage, et vous allez donc du coup devoir à un moment donné être qualifié sur un avion de ligne pour pouvoir opérer pour une compagnie. Et c'est là qu'il y a un peu un paradoxe dans le métier de pilote de ligne, c'est que pour être embauché, souvent, alors attention, je mets vraiment des gros guillemets par rapport à ça, il faut avoir une qualification sur un type d'avion opéré par la compagnie aérienne, avec souvent des heures, mais pour autant, pour avoir ces heures-là et être qualifié sur la machine, il faut être en compagnie aérienne. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu un paradoxe au début quand on commence, quand on est qualifié et qu'on ne sait plus trop par
par où, par quel bout prendre. Et on pourrait répondre exactement à la question, est-ce que c'est pris en charge par les compagnies? Certaines compagnies le prennent en charge, c'est le cas d'Air France par exemple, c'est aussi un autre avantage de cette compagnie. Il y a d'autres compagnies qui proposent un service ça s'appelle le bond. C'est en fait, évidemment, elles investissent sur vous, sur le long terme. Le but d'une compagnie aérienne, c'est quand même de vous garder le plus longtemps possible. Hein. Vous êtes quand même des vrais atouts pour la compagnie et elles investissent de l'argent, une qualification technique. C'est cher. Et donc, le bond, c'est par exemple un engagement en fait, sur 3 ans c'est une sorte de contrat en fait, avec la compagnie. Elle va vous garder pendant 3 ans. Enfin, elle ne va pas vous garder pendant 3 ans. Elle va vous dire si vous partez avant 3 ans, par exemple, souvent c'est 3 ans, les bonds à peu près la moyenne, et vous allez rembourser une partie des coûts de la formation. Écoutez, grosso modo, ça coûte, dans les 30 000 €. C'est à peu près. Ça dépend de la machine. Hein. Oui, ça dépend de la machine, absolument. Et grosso modo, c'est à peu près ça. Ça dépend des compagnies également. Donc voilà, est-ce que c'est pris en charge par les compagnies? J'ai envie de dire, essayez de viser quand même des compagnies qui la prennent en charge. C'est ça qui est quand même le plus intéressant parce que c'est quand même des frais supplémentaires. Alors, les solutions d'hébergement, c'est bien ça. Quelles sont les solutions d'hébergement chez Aéropyrénées? Y a-t-il un campus? Alors oui, on a un campus. On va avoir à peu près entre 16 et 19 chambres. Ça évolue assez souvent parce qu'on les refait assez souvent. De toute façon, nous, on a beaucoup de partenaires avec des résidences étudiantes, des hôtels, etc. Et ça, je vous invite à nous contacter si vous avez des questions. Il y a pas mal de points sur le site internet au niveau des hébergements. Un petit truc qui m'intéresse en modulaire, plutôt IRSE, CPL, puis IRME. Alors, moi, je suis plus, en termes de pédagogie, fanat du CPL puis de l'IFR, donc VFR, IFR. Parce que ça nous permet vraiment de travailler en CPL sur le professionnalisme du vol. Donc les procédures, les checklists, les tolérances qu'on vient petit à petit refermer. Et après, on va pouvoir le mettre en pratique sur l'IRSE, donc l'IFR monomoteur et l'IFR multimoteur. C'est c'est pas parce qu'on a le test CPL qu'on est pro. C'est l'expérience qui fait qu'après on devient pro finalement. C'est pas parce qu'on vient d'avoir le permis de conduire qu'on est un bon conducteur. Petit à petit, on va se faire son expérience. Par contre, on a appris à bien conduire. Et pour moi, c'est la même chose. Le CPL, on apprend à bien être carré sur le vol, à être professionnel. Le fait de faire l'IRSE après, donc le reste de la formation, ça permet vraiment d'étendre ce qu'on a vu sur le stage pro. C'est un peu, je sais pas, assez sourd. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles qui font l'IRSE avant. Moi, je suis pas partisan de ce type de programme. Je sais pas, toi, comment tu avais fait à l'époque? Moi, c'était... Je t'avoue, j'arrive même plus à me souvenir. C'était hier, ça remonte. Il y avait une partie, parce que moi, ça s'était passé aux États-Unis, on avait un petit peu un avant-goût sur le monomoteur, et ensuite c'était la grosse partie hier, elle était sur le multimoteur, sur Seneca, le même type d'avion que vous proposez chez Aéropyrénées. Autre question là qui m'interpelle, puisque je sais que ça revient souvent, prix de la formation chez Aéropyrénées. Alors ça dépend de quelle formation. Sur une formation intégrée, en tout inclus, avec les frais annexes, parce qu'on les compte toujours, comme ça on évite de cacher les tarifs, on va être à peu près à 90 000 €. Voilà. D'accord. Ouais. Sur l'intégré. Après le modulaire, c'est modulable, donc ça dépend de ce qu'on va pouvoir intégrer à l'intérieur. À savoir qu'on on est en train de créer, de mettre en place ce qu'on appelle les formations Access. On va réduire vraiment, on va modifier nos programmes pédagogues pour réduire un petit peu les tarifs. Donc il y a certains vols qu'on fera sur des avions beaucoup moins chers, moins performants, mais ça permet de tirer aussi un petit peu les prix vers le bas, notamment aussi sur la TPL théorique à distance. On a trouvé des petites méthodes pour pouvoir rabaisser un petit peu les tarifs. Donc ça, là-dessus, c'est pareil, il faut nous contacter. Il y a certains prix aussi que l'école affiche sur le site internet. Donc ça, je vous invite aussi à aller voir sur internet. Ouais. Je rebondis juste sur quelque chose qui est justement dans le prix que propose Aéropyrénées. Tu parlais des frais annexes. Peut-être que certaines personnes ne savent pas trop ce que c'est les frais annexes. Ça va être les taxes d'atterrissage, par exemple. Alors, je ne parle même pas des taxes d'atterrissage. Ah oui, d'accord. Dans les frais annexes, on va voir, par exemple, typiquement, les frais de l'autorité, la DGAC. Les frais de dossier DGAC, déjà, il y en a pour 1 500 €, déjà. Et puis après, il va y avoir les équipements, il va y avoir quand même tout un package. En général, c'est une moyenne de 4 à 7 000 € suivant les écoles, la façon dont elles vont créer leur programme et modéliser tout ça. Donc sinon pour comparer, on va être à 85 et des boîtes, quoi. Ok, voilà. Bon, en général, c'est ce qui revient assez souvent dans les écoles. Je crois que c'est même un petit peu en dessous de la moyenne. Hein. C'est plutôt la moyenne basse, 85 000. Je trouve que c'est à peu près. Oui, nous après, on essaie toujours de rester sur cette base-là. On peut
pas toujours faire plus bas, mais on essaye de pas trop monter les prix pour rester accessible. Ouais, on parlait tout à l'heure, évidemment, l'aéronautique, l'aviation, ça coûte cher, hein, ça dépend aussi des coûts du carburant, il y a beaucoup de maintenance, et donc forcément, voilà, ça coûte assez cher. Question qui m'interpelle, à laquelle j'ai envie de répondre, y a-t-il beaucoup de découchés en compagnie? Est-il possible de concilier une vie de famille? Qui est une question à laquelle j'ai déjà répondu pas mal de fois. Pour répondre, les découchés, ça dépend clairement des compagnies. Si vous allez dans une compagnie type EasyJet, Ryanair, et ben en fait, la particularité de ces compagnies, c'est que vous allez rentrer chez vous le soir. Donc il y a des personnes qui peuvent vraiment apprécier ça. Justement, ça permet de concilier une vie de famille voilà, un petit peu plus optimale, j'ai envie de dire. Donc sur ces compagnies-là, voilà, c'est le typiquement de compagnie qui permet de rentrer chez soi le soir. Et en fait, les pilotes sont de plus en plus exigeants par rapport à ça. Ils ont envie voilà, d'avoir du temps pour eux, avec leur famille, etc. Mais c'est tout à fait possible également d'avoir plus de découchés. Typiquement, moi, le parcours que j'ai fait avec CityJet, j'étais basé à Copenhague, mais j'habitais Paris. Donc je partais à Copenhague. Pendant 5 jours, j'étais à Copenhague et je passais pratiquement toute ma semaine en découché. Donc si vous cherchez une compagnie qui vous permet d'aller à l'hôtel et puis voilà, et voir autre chose, alors attention, petite chose, beaucoup de personnes pensent qu'on arrive à l'hôtel et que c'est super. Voilà, au bout d'un moment, c'est pas le même hôtel que quand on va en vacances. Et puis, il y a aussi toute une partie. J'ai d'ailleurs oublié de parler de ça dans les prérequis pour être pilote. Il y a une bonne gestion, mais ça se prend sur le long terme, une bonne gestion de la fatigue. Et l'hôtel, c'est justement pour ça. C'est aussi pour pouvoir se reposer et être performant sur la durée, sur la semaine. Donc voilà, plusieurs types de compagnies qui offrent différentes choses. Soit on rentre chez soi le soir, soit on a des découchés. Chez Air France, on peut avoir un petit peu des deux. On peut même choisir. Voilà, c'est assez modulable. Donc concilier une vie de famille, c'est aussi tout à fait possible. Et j'aime beaucoup dire justement que c'est même presque plus possible que sur certains autres emplois, pour la simple et bonne raison que quand vous êtes chez vous, déjà, un métier, j'ai envie de dire lambda, souvent on commence, allez, on va dire 9h, on va finir rentrer chez soi, il va être 19h, parce que finalement on a plus de temps que ça, qu'un pilote qui lui va pas avoir 4 jours off d'affilée, où au final, et en fait, il n'a rien à faire pendant ses jours off. Ce qu'il va faire, c'est se reposer, profiter de son temps libre. Alors évidemment, bien sûr, parfois il y a des simulateurs à préparer, des examens en vol, etc. Donc ça prend du temps. Mais le reste du temps, quand il est chez lui, le pilote, il est libre à lui de réviser un petit peu ses manuels de vol, etc., à s'avancer sur certaines choses s'il a des lacunes. Et quand il est chez lui, il ne fait rien. Alors qu'un dossier qui est en cours pour une personne qui fait un métier autre, parfois ça peut traîner. On peut faire des heures un petit peu sup sur le week-end. Donc concilier une vie de famille, c'est tout à fait possible. Et puis les découchés, je vous en ai parlé juste avant. Est-ce que l'Aéropyrénées sera au Salon du Bourget? Comme toujours. Comme toujours? Tous les salons, de toute façon, au Bourget. Donc là, à mon avis, c'est quoi? Celui de juin? Salon du Bourget, ouais, c'est celui-là. Oui, nous, on y sera. De toute façon, au Bourget, on est toujours présent. On sera aussi sur pas mal de meetings. On est en train de développer aussi une page internet, enfin une sous-catégorie sur notre site internet, pour vous présenter tous les événements sur lesquels on pourra se déplacer. Donc il y aura la Ferté-Allée, il y aura quand même pas mal de choses. Et ça là-dessus, voilà, on sera présent quand même sur pas mal de secteurs. On fait d'ailleurs on est en train de développer ce qu'on a appelé le roadshow. On va venir se déplacer directement chez vous. Donc là on commence avec Toulouse. Donc on sera à Toulouse début mai. J'ai plus la date. Je crois qu'il venait à la JPO demain. Le 6 mai, je crois. Voilà, le 6 mai. Ah oui, j'avais vu sur le... Voilà, il faut regarder, il ne faut pas hésiter à nous contacter. On sera dans un hôtel pour vous recevoir directement dans une petite salle de conférence. On pourra discuter aussi de pas mal de points. Alors moi, je ne serai pas là, mais bon, il y aura l'équipe, il n'y aura pas de souci, quoi. Autre question qui revient assez souvent, est-ce qu'on peut réaliser la formation à 46 ans? J'ai encore répondu à une personne aujourd'hui qui était d'ailleurs en formation en fait, et qui se posait la question, est-ce que j'ai bien fait, etc. Bon, déjà passer le cap et de vouloir se former, devenir pilote de ligne. Moi j'ai toujours dit, je pense que c'est assez... c'est une bonne réponse de dire que vers 45 ans, ça commence à devenir la dernière limite. Parce que, bon, déjà d'une part, une formation de pilote de ligne, c'est quand même assez long, hein. On peut commencer à 45 ans, il n'y a pas de problème, mais les perspectives d'évolution, elles vont être un petit peu amoindries, hein. Souvent, en compagnie, ça marche sur liste de seniorité. Et donc, plus on commence tard, évidemment, plus les perspectives d'évolution se réduisent. Typiquement, si on est chez Air France, ça marche sur une liste de seniorité. Sur des compagnies low cost, ça
Ça commence à se détendre un petit peu en régie, je vois. Si on est dans une compagnie low cost, et ben là, on peut devenir commandant de bord à partir de 4-5 ans. Donc, c'est une possibilité. Maintenant, le gros aspect qui est souvent un petit peu plus contraignant, plus on est âgé, ça va être l'aspect médical. Et l'aspect médical, à 46 ans, ça commence à devenir un petit peu plus compliqué. Alors moi, justement, sur l'aspect médical, il ne faut pas hésiter aussi à poser des questions. Ouais. C'est vrai qu'on ne parle pas forcément que d'âge, mais j'ai beaucoup des fois de personnes qui m'en parlent. J'ai des problèmes de vue, j'ai des lunettes. Est-ce que il faut pas hésiter à se renseigner auprès des médecins aéronautiques, à contacter les centres. Donc ça, il y en a partout. Il y en a à Toulouse, il y en a 2 à Paris, un à Percy, un à Charles de Gaulle. Ouais. Je perds tout dit. Ouais, non. Ça, d'ailleurs, pour ceux qui veulent devenir pilote de ligne, prenez-vous-y, prenez-y vous, en avance, parce que maintenant, pour avoir un rendez-vous dans un CEMPN, qui est le Centre d'expertise médicale du personnel navigant, et là, c'est 6 mois pour avoir un rendez-vous. Donc souvent, vous êtes prêt à commencer, et puis vous vous dites, OK, il manque juste la médicale, et au final, ça prend un petit peu de temps. Donc voilà. Alors, c'est une bonne situation, ça, script, qui est une question qui est venue. Mais vous savez, moi, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Non, je vais m'arrêter là, même si je connais la réplique entièrement. Je ne le ferai pas aujourd'hui. Si vous venez à la JPO, peut-être que je vous le ferai, ce sera cadeau. Faut-il prévoir des frais supplémentaires pour la formation? Mais Julien a déjà répondu. Alors, ça peut arriver. Pardon. Dans le sens, alors, il ne faut pas les prévoir, mais ça peut arriver que il y a des parties de la formation qui ne se passent pas forcément bien, où on a besoin de rajouter 2 heures par-ci ou 1 heure par-là, donc ça peut arriver. Dans tous les cas, on ne rajoute pas de frais comme ça. Il y a forcément une réunion avec l'instructeur, puis il y avoir le chef pilote ou le head of training, le responsable des formations. Et après, on refait un devis complémentaire. Ça peut être 3 heures, 4 heures, ça peut être 1 heure, une demi-heure, ça dépend. D'accord. Mais normalement, non, il n'y a pas de frais supplémentaires. Surtout sur nos devis, les tarifs incluent absolument tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, les frais annexes, les frais de DGAC, absolument tout, les taxes d'atterrissage, etc. Ok, super. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions. On a fait le tour des questions, mais j'ai une dernière question à te poser. Julien, si tu devais un petit peu expliquer la philosophie d'Aéropyrénées, pourquoi il faudrait rejoindre Aéropyrénées, moi j'apprécie beaucoup l'ambiance par exemple, mais toi vraiment qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans cette école par exemple par rapport à une autre? Déjà, c'est une école familiale et on est là vraiment pour une formation aviateur. On sort de l'école, on peut aller un petit peu n'importe où. J'ai parlé tout à l'heure d'une flotte hétérogène parce qu'on va apprendre à être adaptatif, on va aller chercher vraiment les petits détails sur les avions et de les comprendre. Et demain, on peut faire de l'aviation d'affaires, on peut faire de la brousse, on peut faire de la ligne. On est formé vraiment sur tout. On est carré, on travaille sur des SOP aussi, on a des procédures, on a pas mal de choses. Donc on apprend vraiment en fait toutes les petites fonctions dont on a parlé tout à l'heure, fonctions de pilote, pardon, plutôt les métiers. Et il y a quand même beaucoup de monde qui passe par l'école pour faire des prorogations. Donc c'est vrai qu'on rencontre du monde, on rencontre. La vie est faite de rencontres finalement. Oui. Voilà. Il n'y a pas de. Bon, je suis pas. Évidemment. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais. Je te sentais parti sur quelque chose. Oui. Non, c'est intéressant parce qu'en fait, on a beaucoup d'échanges. C'est ce partage d'expérience qui fait que derrière, on se dit, je vais faire de l'instruction, je vais faire. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'ici, demain, on va prendre le café avec quelqu'un qui est chez Air France, on va prendre le café avec quelqu'un qui fait l'aviation d'affaires. Et c'est vachement intéressant. Donc c'est une école qui est familiale, c'est une école où on apprend vraiment le pilotage. Et il fait quand même assez beau, on a du vent, mais on arrive à partir quand même avec des conditions vent avec 35 nœuds, donc beaucoup de vent quand même. On va apprendre à décraber, à voler avec du vent de travers. C'est vrai qu'on a quand même une bonne région, une belle région surtout, avec les montagnes, la mer, etc. Donc c'est quand même pas mal. De toute façon, ça me convient à moi, ça peut ne pas convenir à quelqu'un d'autre. C'est bien de le dire. J'ai dit tout à l'heure, il faut visiter, de toute façon, voilà. Ouais, complètement. Soyez curieux, renseignez-vous, essayez de voir un petit peu ce qui est proposé par les différentes écoles. Comme l'a dit Julien, et ça faisait partie des qualités qu'on disait, l'honnêteté. Il y a des écoles qui conviennent à certaines personnes, d'autres qui vont convenir à d'autres personnes. Le secret, c'est de venir aux journées portes ouvertes, et je pense qu'on va conclure là-dessus. Je pense que je l'ai dit au moins 10 fois pendant le live, mais c'est vraiment, moi j'insiste vraiment là-dessus. Venez à la journée portes ouvertes si vous avez l'occasion demain à Perpignan, chez Aéropyrénées. Ce sera l'occasion d'échanger avec tout le monde. Et c'est le meilleur moyen, justement, de. Ah oui, d'accord, il y a d'autres questions qui arrivent. Non, c'est pas des questions, c'est des dates. Ah, des dates. Ok, très bonne idée. On peut conclure là-dessus. Vas-y, Julien, quelles sont les prochaines dates importantes? Alors déjà, la JPO, c'est quand déjà?
La JPO, je sais plus, j'ai oublié. Je crois que c'est demain. Ah, c'est demain, ok. C'est un peu tard, mais bon. Donc demain, journée porte ouverte. On fera aussi une journée immersive à Toussus-le-Noble, donc, puisqu'on a un deuxième centre là-bas. Donc le 3 juin 2023. C'était prévu mi-mai. Il y a eu des petits soucis au niveau des manifestations, etc. Donc on l'a décalé au 3 juin, journée immersive. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va vraiment vous mettre dans la peau d'un élève, avec des cours, des simulations, enfin des séances de simu, etc. avec des instructeurs. Où, voilà, on va... Le temps d'une journée, bam, Ouais, pour voir un petit peu je suis devenu élève pilote. Ensuite, donc, le Bourget, on en a parlé tout à l'heure, on sera présent, donc je crois que c'est pareil, c'est courant juin. C'est il me semble, je ne sais pas si je dates. dis de bêtises, ça doit être du 19 au 25, quelque chose comme ça. Ouais, c'est la vingtaine. Ok. La vingtaine Aux de alentours juin. de la deuxième quinzaine de Ouais, juin. pour le Bourget. On sera aussi présent donc à Toulouse le 6 mai. Ouais. Donc ça, il faudra voir sur le site internet pour les dates, enfin pour le lieu. La Ferté-Alais et bientôt peut-être aussi une date de roadshow sur Caen, à voir peut-être. Ok. Du côté des Normands, tout ça. Parfait. Bon, je pense qu'on a fait, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, je pense qu'on a fait vraiment le tour déjà de la formation de pilote de ligne, des prérequis, la préformation, des possibilités. On a répondu à pas mal de questions. Peut-être qu'on refera ce format de talk show prochainement. C'était top, j'espère que vous avez apprécié. Peut-être la prochaine fois, ce sera directement sur mon Instagram. Désolé pour le petit problème technique qu'on avait eu au début. Ça a plutôt bien fonctionné maintenant. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé faire ce petit talk show avec toi, Julien. Évidemment, je te connaissais, donc tout ce que tu m'as dit, je le savais déjà. Mais c'est toujours bien de le répéter pour les personnes qui ne sont pas au courant. Et voilà, tous les passionnés, tous les curieux, tous ceux qui veulent devenir pilote de ligne, continuez à vous renseigner. Et puis, c'est un rêve qui est possible. Évidemment, c'est une formation qui est très exigeante et extrêmement professionnelle, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se fermer les portes. Il y a plein de possibilités qui existent. Aéro-Pyrénées est une possibilité parmi tant d'autres. Et donc, si ça vous intéresse, rendez-vous demain. Julien sera là, je serai là, la régie qui est derrière sera là. Et donc, on vous dit tout simplement à demain et bonne soirée. Salut tout le monde, et puis à la prochaine.